Le développement d'un projet innovant est une activité coûteuse pour l'entreprise. Études de marché, développement du produit, réalisation de prototypes et de démonstrateurs, industrialisation, commercialisation sont des étapes nécessaires que l'entreprise doit financer. Ce financement peut être interne ou externe. Dans le premier cas, il s'agit d'utiliser les fonds propres de l'entreprise. Dans le second cas, plusieurs possibilités existent, comme le recours à un prêt bancaire ou l'accès à de nombreuses subventions et aides financières s'adressant aux entreprises désireuses de développer leur potentiel innovant. L'expérience démontre que les entrepreneurs ont généralement davantage de difficultés à mobiliser des financements privés sur les territoires ultramarins par rapport à ceux de l'Hexagone. Sachant que le secteur innovant de la RDI, évalué généralement comme à risque, est également difficile à financer, cela rend la tâche encore plus difficile pour les startups ultramarines. Alors, innover, oui, mais à quel prix? Nous serons particulièrement attentifs à vos réponses, messieurs. Bonjour. Jean-Marc Batigello, directeur régional de BPI France, Rida Tekaya, directeur général de la BFCOI, Jacques Guillemot, président d'Initiative à Réunion Entreprendre, et Christophe Laboulet, président de la commission numérique du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord situer le rôle du financeur par rapport à l'innovation? On en parle beaucoup depuis ce matin. Est-ce que vous êtes naturellement prudent? Qui veut démarrer? Alors, moi je vais expliquer un peu. BPI France a un rôle un peu particulier là-dedans, parce qu'on n'est pas une banque privée totalement, même si on est géré comme une banque privée. On a beaucoup de missions publiques, et en particulier le soutien à l'innovation est une des missions publiques de BPI France depuis beaucoup d'années. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je le fais dans le groupe. Et donc, ce qui fait qu'on a effectivement des soutiens particuliers grâce à l'État. Nous avons des dotations qui permettent de financer la R&D et de faire des avances de trésorerie. On peut parler du soutien de l'innovation aussi en France grâce au crédit d'impôt recherche, qui est une mesure fiscale. Mais pour amener la trésorerie, on a aussi des soutiens directs, et donc ça, BPI France le fait depuis un petit moment. Et donc on a accès à un petit peu de subventions, mais aussi des prêts à taux zéro, mais dans ces phases qui sont bien amont, puisque nos subventions, on peut même faire des subventions aux personnes physiques avant qu'elles créent une entreprise. Et en fait, ce rôle-là, il est un peu particulier, et après, avec notre activité bancaire plus traditionnelle, on prend le relais derrière, où là, en général, la banque intervient un peu plus tard, une fois que le produit a été testé et qu'il commence à être sur le marché, on va dire. Parfaitement, Jean-Marc, merci. Bonjour à tous, merci pour la question. Donc déjà, BFC, c'est une banque régionale, à fort ancrage régional, qui est de plein exercice, et donc à cet effet, on a une appétence particulière à voir l'économie locale croître. Donc forcément, dans un territoire comme la Réunion, l'innovation, les nouvelles entreprises, c'est une niche que nous recherchons particulièrement. Peut-être plus que ce qu'on voit en métropole traditionnellement. Donc il y a un véritable appétit et une recherche. Maintenant, effectivement, comme disait Jean-Marc, nous sommes une banque privée, nous intervenons à la deuxième phase de la start-up, c'est-à-dire le côté up de la start-up. Donc quand on quitte un peu, on est vers la fin de l'incubation, et on passe directement à l'accélération. Donc en fait, il y a deux mots clés qu'il faut retenir pour aborder un financement bancaire. C'est d'abord un CABIS, et le deuxième élément, c'est mon collègue expert comptable, c'est le business plan. Et dès qu'on a, et en fait, quand on dit CABIS business plan, on dit client potentiel. Et nous, en tant que banquier traditionnel, on intervient souvent quand il y a le premier client. Alors, on arrive de temps en temps à mobiliser des choses comme des avances, des relais sur subventions, quand elles sont bien avérées, mais la plupart du temps, ce sont des financements classiques traditionnels que toute entreprise peut avoir, mobilisation du poste client, facturage, escompte, ou financement moyen terme d'investissement. Mais pour ça, il faut avoir un produit, une offre, ça peut être un produit ou un service avéré. La BFC, la spécificité de la BFC est rentrée en partenariat, d'ailleurs, ça a été un partenariat depuis 4 ans qu'on développe avec la Technopole Réunion. Le jour où on a été sélectionné par la région Réunion
et le FEI, les fonds européens, pour créer le produit e-Run by BFC qui, lui, contient une partie de garantie intrinsèque et de subvention dans le taux. Et à partir de là, ça nous a donné un peu plus de moyens que les banques traditionnelles pour accompagner, et je donnerai quelques chiffres. Les 2 dernières années, nous avons financé 400 entreprises en création, 50% en création et 25% de moins de 3 ans. Et quand je compare ce 400 avec les 2 années précédentes où on n'avait pas le dispositif e-Run by BFC, on était à une trentaine. Donc on voit déjà l'effet levier qu'un tel produit, un tel véhicule peut faire pour soutenir la création d'entreprises. Voilà. Merci, Monsieur Guillemot. Oui, alors, Initiative Réunion Entreprendre intervient dans un contexte un petit peu particulier, c'est-à-dire nous ne sommes pas une banque, nous sommes une association réunionnaise, association réunionnaise, sans but lucratif bien sûr, et nous sommes affiliés au premier réseau associatif national d'accompagnement et de création d'entreprises au plan national. Et nous intervenons, j'aurais dû parler entre vous deux, puisque nous intervenons après, en ce qui concerne les entreprises innovantes, après la phase de recherche et avant la phase de financement des investissements. En fait, Initiative Réunion, comme pour toutes les entreprises classiques que nous accompagnons, fait des prêts d'honneur aux porteurs de projets pour permettre aux porteurs de projets de constituer le capital ou améliorer les fonds propres de sa structure. Et ce qui va permettre ensuite aux porteurs de projets de se retourner vers les banques, dont la BFC, pour obtenir ensuite les financements complémentaires. En termes de chiffres, nous aidons à la création de 120 à 150 entreprises par an, 400 emplois par an, et Dominique Seri l'a dit tout à l'heure, nous vous invitons tous l'année prochaine pour l'anniversaire de nos 30 ans. Alors, par contre, en matière d'innovation, on s'intéresse à l'innovation depuis moins longtemps, puisque c'est depuis 2013 seulement, puisque là, nous utilisons, vous savez que nous utilisons des fonds qui sont des fonds d'État, de la région, de l'Europe, de collectivités, et nous n'avions pas, jusqu'en 2013, de ligne de crédit pour la partie innovation. Et en 2013, le FEDER, la région et la Caisse des dépôts nous ont mis en place une ligne, mais de faible importance, on va dire, puisque le montant à ce moment-là était seulement de 350 000 €, mais qui nous a permis de démarrer les prêts pour l'innovation. Et grâce à une collaboration, on en parlera peut-être plus tard, avec la BPI, des perspectives maintenant s'ouvrent sur dès l'année prochaine, on espère faire beaucoup plus. Nous aidons en gros 4 entreprises innovantes par an, sur 150 entreprises que nous finançons, donc vous voyez c'est peu, mais dès l'année prochaine, grâce notamment aux prêts d'honneur BPI complémentaires, nous serons en mesure d'en faire beaucoup plus. Merci Monsieur Guillemot. Monsieur Laboulé. Bonjour à tous. Alors, bien évidemment, moi je représente les experts comptables de La Réunion. Je suis pas un nous ne sommes pas des financeurs.
mais nous sommes là pour surtout accompagner les porteurs de projets, parce que nous intervenons à toutes les phases de vie des porteurs de projets, que ce soit de la création, au développement, au financement, et à tous les aspects de la vie de leur future entreprise. Ce que je dirais là-dessus, c'est que les experts comptables savent, mon collègue banquier parlait du dossier business plan, c'est qu'un élément important effectivement pour le banquier pour comprendre le projet et aussi avoir confiance en ce projet. Et nous, experts comptables, nous sommes là pour créer cette confiance, car nous sommes aussi des tiers de confiance, et quand nous sommes amenés à signer des documents essentiels à tout montage de dossier, je dirais, et qui vont donner la pleine confiance aux financeurs potentiels. Voilà. Merci. Et pour insister sur le business plan, peut-être les particularités, vous avez dit, est-ce qu'à La Réunion, nous sommes peut-être plus réticents ou moins réticents qu'ailleurs? J'insisterai, sur La Réunion, il y a effectivement, ça fait 5 ans, j'ai une profondeur de 5 ans sur le territoire, et j'ai pu comparer avec d'autres sites sur des technopoles comme Sophia Antipolis ou Château-Gombert du côté de Marseille. Donc je vois un petit peu le profil des entreprises réunionnaises que je vois en création. Elles ont souvent un rayon d'action assez concentrique sur La Réunion. Malheureusement, c'est assez limité. Et je pense que là, il faut quand on crée une entreprise, il faut avoir une dimension de marché beaucoup plus large. Et ce que je vois comme réflexe, c'est souvent des entrepreneurs, donc réunionnais, regardent leur marché et restent dedans. Et donc ils s'auto-limitent. Et ça donne un peu de limite au business plan, puisqu'on n'arrive pas à le développer comme on souhaiterait. Deuxième point, il y a la distance, hein, les frais de transport impactent nécessairement le retour sur investissement, et à partir de là, oui, effectivement, ça pénalise un petit peu. Mais dès qu'on a des projets un peu plus ambitieux, un peu plus nationaux ou internationaux si possible, avec de véritables créations et de la valeur beaucoup plus grande, ces deux critères qui retiennent un peu, qui freinent le BP, sont limés, et on rentre dans un cycle de financement tout à fait traditionnel. Je pense que BPI a les mêmes approches que nous sur les créations. Oui, tout à fait. On peut penser effectivement, du fait de l'insularité et de l'éloignement, qu'on pourra avoir un frein. Alors après, sur la R&D, on a vu avec la table ronde précédente que la Réunion est un peu le laboratoire de l'océan Indien. Il y a beaucoup de compétences et de moyens concentrés ici, ce qui fait qu'on a une recherche de qualité. Et après, il faut effectivement passer de cette recherche à la création d'entreprises innovantes et de start-up. Et là, il faut effectivement ne pas se limiter au territoire réunionnais. La start-up, c'est une entreprise qui pense monde tout de suite. Et on voit celles qui réussissent, y compris des entreprises réunionnaises. Certaines sont à Paris en ce moment, et certaines vont pitcher à Bercy à la fin de la semaine ou au début décembre. Donc on a quand même des entreprises et des startups de qualité, mais qui tout de suite voient national, international, pour pouvoir avoir accès à ces moyens. Puisque effectivement, quand on parle de financement dans le monde de la start-up, avant de parler de financement bancaire, on parle de financement privé, et là de fonds d'investissement qui sont en capacité d'amener la ressource, puisque même si l'État a beaucoup de moyens et a beaucoup aidé là, dans la période Covid, et que sur la R&D, ça fait des années que l'État soutient sa R&D, y compris la R&D, on a un programme Deep Tech depuis 3 ans qui est fortement soutenu pour que ces entreprises avec des actifs avec des brevets qui sortent d'une recherche et qui ont des barrières à l'entrée qui permettent d'avoir en fait un avantage compétitif par rapport à l'international, par rapport à ces actifs qui sortent des laboratoires français. Donc on a beaucoup de moyens par rapport à ça. Mais après, l'État ne peut pas tout faire, et en général, quand on finance et on soutient la R&D, on la soutient parce qu'on soutient là de l'innovation et on va dire la recherche appliquée, on peut la soutenir à 50%. Et donc en face, il faut trouver 50% de ressources privées. Et c'est là où, effectivement, au démarrage, avant qu'il y ait les banques qui interviennent, il peut y avoir des business angels, et après, il peut y avoir les fonds de capital risque. Voilà.
Est-ce qu'on peut imaginer Voilà. dans les 10 prochaines années des fonds généralistes qui viennent s'installer à La Réunion? Oui, alors effectivement, le territoire de La Réunion fait que, parce que si un investisseur vient s'installer ici, ben, lui, pour dérisquer, il faut qu'il ait la capacité à investir dans plusieurs projets, parce qu'il y en a qui vont échouer et certains qui vont réussir. Et donc il faut qu'il ait un choix d'investissement. Donc si on a j'aurais du mal à voir un fonds spécialisé venir s'installer à La Réunion, mais par contre aujourd'hui de plus en plus, tout à l'heure on parlait de développement durable, on parlait de biodiversité, on parlait d'enjeux aussi social, sociétal. Il y a plein de points forts à La Réunion qui font qu'aujourd'hui on a des fonds et beaucoup d'investissements privés. Même les banques nous insistent à investir en actions dans des sociétés qu'on appelle maintenant à impact, et on a des fonds qui se développent qui sont les fonds à impact. Et typiquement, moi je vois bien à La Réunion un fonds à impact venir, parce qu'un fonds à impact il peut intervenir quand même dans un spectre assez généraliste de projets. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pourriez peut-être préciser pour tout le monde et la compréhension ce qu'est un fonds impact et comment il fonctionne? En fait, un fonds d'investissement va chercher, c'est un métier d'être investisseur, donc il va chercher des ressources financières auprès de banques, d'assurances, d'établissements financiers, et après il a des équipes spécialisées qui, elles, vont investir et rentrer au capital des startups. Exactement. Et par exemple, à la BFC, nous avons des fonds investis dans des fonds pilotés par Apicap ou par Run Croissance. Et c'est ce qui nous permet de rentrer justement en amont de notre phase traditionnelle de notre métier de banquier qui est à la phase d'accélération. Donc c'est via ces fonds qu'on intervient sur la partie start. Est-ce que vous pouvez nous dire, chacun dans vos domaines, ce que représente le financement des projets innovants, en volume et valeur peut-être, dans vos portefeuilles respectifs? Monsieur Guillamot. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça n'est pas une volonté de notre part, c'est que l'histoire a fait que la part de l'innovation, pour l'instant, dans notre activité, reste relativement limitée, puisque nous avons financé et accompagné 32 entreprises innovantes, donc de l'ordre de 4 par an sur, je le disais, 130 à 150 par an en termes de sociétés, d'entreprises que nous finançons tous les ans. Donc cette part de, on va dire, 3% reste relativement limitée, mais on a bon espoir que dès l'année prochaine, nous puissions aller vers un nombre de financements d'entreprises innovantes beaucoup plus important. Monsieur Tecaillet, vous aviez donné un chiffre tout à l'heure, 400 Alors, c'est 5% de nos encours, c'est-à-dire ça représente un encours de 35 millions sur l'innovation. Et pour donner quelques exemples, c'est celles qui retiennent mon attention, c'est celles qui ont une dimension internationale ou nationale. Je prendrai une entreprise qui avait été citée tout à l'heure, on ne donne pas les noms, mais sur la nanotechnologie et l'utilisation des plantes endémiques. Nous l'accompagnons dans son projet, mais là aussi c'est parce que cette entreprise a su faire preuve d'agilité et fractionner un peu son projet de R&D pour pouvoir mettre très rapidement une partie de ses ambitions sur le marché, créer un produit d'offre. Et nous, ça nous permet de lui financer sa R&D grâce au PNL, au profit qu'elle fait sur cette activité niche. Et donc c'est comme ça qu'elle peut rebondir d'année en année pour aller plus loin dans sa recherche et développement. On a financé également par exemple une entreprise que j'ai en tête et que j'ai rencontrée qui finance un boîtier de communication entre ses propres serveurs et les équipements d'une piscine publique. Donc pour gérer la température de l'eau au bon moment. Et donc ça a une dimension écologique puisqu'il y a de l'économie d'énergie, et ça rentre tout à fait dans notre dispositif RSE et environnemental qu'on recherche. Donc voilà, c'est des projets qui ont une dimension nationale minimum,
parce que les boîtiers, c'est pas à La Réunion avec les quelques dizaines de piscines municipales qui vont faire leur business plan, et ça se passe beaucoup plus en Europe, et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, de conquérir le marché. Monsieur Batti-Gillot, en termes d'innovation. Oui, alors nous c'est un peu plus, parce qu'effectivement on a ces ressources publiques pour pouvoir faire ce soutien dans les phases amont de la R&D. L'année dernière, ici à La Réunion, on a soutenu pas loin de 750 entreprises. Alors c'était une année un peu particulière, parce qu'à cause de la crise, on a eu aussi beaucoup de demandes de soutien d'entreprises plus traditionnelles qui avaient des difficultés, et on avait les ressources aussi de l'État via le PGE et d'autres instruments pour soutenir. Donc l'année dernière, on va dire que l'innovation, c'était peut-être un peu plus de 10%. Sur des années un peu plus classiques, c'est quand même plutôt de l'ordre de 20-25% des entreprises qu'on accompagne qui sont dans le secteur de l'innovation. Voilà. Donc ça représente quand même plusieurs millions d'euros. Ce qui est ressorti des échanges depuis ce matin, c'est effectivement ce premier lien qui se fait quand même vers les politiques publiques et les financements publics, et cet écart donc avec les financements privés. Est-ce que du coup vous en faites quand même un objectif dans les prochaines années? Vous avez commencé plus ou moins à répondre pour augmenter cette proportion de projets innovants dans vos portefeuilles? Moi je dirais que l'appétit est là. Maintenant c'est aussi au tissu économique de maturer et de venir avec des projets bancables. Je pense qu'il faut qu'on se connaisse mieux, qu'on communique beaucoup plus, qu'on échange pour comprendre les critères et les conditions d'octroi. Souvent il y a un peu de frustration quand les gens viennent un peu trop en amont, et là c'est vers le public qu'il faut se tourner, ou vers les subventions, et lorsque le projet est bien ficelé, il tombe au bon moment, là il n'y a plus de déception, on accompagne et j'ai pas de souci. On ne fixe pas de cap, c'est-à-dire que s'il y a un appétit sur le marché, il sera, on n'attend que ça. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser les critères d'éligibilité et peut-être à l'inverse les risques que vous ne prendrez pas, par exemple, sur un projet? D'abord, c'est ce que je disais, un business plan équilibré avec une rentabilité à vue, à quelques années, à 2-3 ans, donc une société en exercice avec des clients, un potentiel de clients, une dimension de marché qui permette ce retour sur investissement, et puis une part de R&D qui peut être finançable annuellement par la profitabilité de la société. Et à partir de là, si le cash flow permet de rémunérer, de payer sa R&D, il n'y a aucun obstacle à trouver des financements privés. Monsieur Lahoulet, est-ce que vous retrouvez dans ces discours du coup les critères sur lesquels vous accompagnez? Oui, complètement. En fait, les financeurs ont besoin d'être rassurés sur les chiffres annoncés, et effectivement pour compléter sur les projets innovants, il faut surtout qu'ils puissent démontrer avoir effectué une preuve de concept. C'est-à-dire que le produit proposé ou l'idée avancée puisse avoir des débouchés commerciaux et suffisantes pour pouvoir retrouver une profitabilité nécessaire à l'octroi des financements. Parce qu'on parle de cash flow, on parle de CAF. Une société innovante, au début, on sait, n'a que des charges à financer. Donc elle n'a pas encore de rentrée d'argent liée à son activité propre. Donc il faut que l'activité propre à venir, grâce à l'étude de marché et au business plan qui est établi, on démontre aux financeurs que ce qu'on projette d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, sera raisonnablement réalisable. Voilà. Monsieur Guillemot. Oui, on dit... on a le sentiment que les entreprises innovantes représentent un risque financier, j'entends pour les financeurs, plus important que les entreprises, on va dire, classiques. C'est pas mon sentiment aujourd'hui, et statistiquement, ce n'est pas ce que nous constatons. Alors, évidemment, sur un échantillon qui reste restreint, puisqu'on est sur 32 entreprises. Mais sur les 32 entreprises, 95% d'entre elles sont toujours en activité. Ce qui correspond
dans nos statistiques habituelles, alors je mets de côté l'année 2020 un petit peu spécifique, mais sur 2019 et avant, nous faisons extrêmement attention au taux de pérennité des entreprises que nous aidons. Et nos ratios de pérennité, et qui sont constants sur X années, depuis 2019, 95% des entreprises que nous avons accompagnées et financées sont ont un taux de pérennité à 3 ans de 95% et à 5 ans de 91%. Et je confirme, oui, tout à fait. Et donc, on retrouve les mêmes chiffres au niveau des entreprises innovantes. Donc, le sentiment, enfin le fait de dire « Oh, attention, entreprise innovante, ça peut représenter un risque majeur », bon, bien sûr, il faut étudier l'entreprise. Il faut qu'elle soit accompagnée. La Technopole ou d'autres structures sont là pour le faire. Mais si l'entreprise est bien accompagnée, elle ne présente, du moins c'est notre sentiment, pas plus de risques qu'une entreprise dite classique. Merci, parce que je confirme tout à fait qu'on voit qu'il y a une maturité, et lorsqu'elles sont accompagnées, elles arrivent avec une structure déjà bancable. Et je pense que 20 ans, ce que je vois sur la Technopole, a été acteur de cette maturation et cette bonne préparation pour rentrer dans une vie d'exploitation classique. Et donc nous, en tant que financeurs, quand on voit une entreprise arriver d'un incubateur bien accompagné, on est un peu plus rassuré sur la suite. C'est ce que j'allais dire, clairement, c'est un plus, cet incubateur. Ah oui, c'est pas une assurance, mais presque. On parle beaucoup de dialogue et de passerelles également à créer depuis ce matin. Est-ce que vous avez identifié un projet ou une dimension de projet que vous aimeriez voir et accompagner ici sur le territoire réunionnais? Alors, on en parlait un petit peu, juste tout à l'heure, je parlais d'un beau laboratoire. La phase d'après, c'est ce qu'on va dire le démonstrateur et le démonstrateur industriel. Moi, j'aimerais arriver à structurer à La Réunion un peu plus d'entreprises innovantes qui sont capables de produire, d'avoir des démonstrateurs industriels qui attirent des clients dans l'océan Indien pour montrer leur belle technologie et puis aussi que la balance commerciale de La Réunion s'améliore un peu plus. Dans le même esprit, la crise sanitaire a été un très beau catalyseur d'initiatives. Alors contrairement à ce qui avait été dit tout à l'heure, pour nous en tant que banquier, moi je l'ai vécu autrement, c'est-à-dire que j'ai jamais eu autant de réunions virtuelles et distantes que depuis qu'il y a du confinement. Donc je rencontre mes collaborateurs parisiens ou mauriciens quasiment 3 fois par jour, alors qu'avant je les voyais 1 fois par an. Mais donc maintenant c'est facile. Nous, cette période de crise, ça a été beaucoup d'activités, puisqu'on a parlé du PGE, c'était un produit qu'on a créé en quelques semaines, ça a été, et qui a très bien marché. Malheureusement pour nous, mais tant mieux pour l'économie. Par contre, pour le tissu économique, et c'est là où je voulais en venir, nous avons à La Réunion, on n'a pas de tissu industriel, c'est surtout une économie de comptoir avec de l'importation et de la distribution. Le confinement, la distanciation de cette crise, liée à la crise, a remis en question énormément de choses. Et c'est devenu une vraie aire de jeu pour les start-upers pour créer de nouveaux modèles, challenger tout ce qui existait et repenser tous ces schémas de distribution. Alors, j'ai une entreprise qui a démarré, qu'on a accompagnée, qui a pensé importer des modules de construction de maisons préfabriqués, donc c'est des petits modules, pour gagner de la place et du poids, donc c'est en bois d'abord, donc c'est recyclable, éco-recyclable. Ça prend pas de place dans les conteneurs, donc on peut en mettre beaucoup plus, on met quasiment 2 maisons dans un conteneur. Et puis, ça crée de l'emploi localement, parce qu'en fait, tous les montages se font ici, avec une vraie spécialisation et une adaptation au contexte climatique de La Réunion. Et donc, j'ai trouvé que cette création, on peut le décliner sur plusieurs autres industries,
dont on a besoin à La Réunion, et ça contribuera à la balance des paiements locales très probablement. Alors je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Donc si, selon vous, donc, la crise sanitaire et la situation économique sont finalement, au contraire de ce qu'on pourrait penser, plutôt un contexte favorable au financement des entreprises innovantes? Je confirme, il faut tout repenser. Hein. Je veux dire, importer tous les mois et des conteneurs pour les revendre en l'état, je pense que c'est un modèle qui a eu ses limites, qui l'a démontré, et il faut être beaucoup plus repenser ce schéma-là. On le voit souvent en fait en période de crise, hein, les entreprises, le chiffre d'affaires et puis le commerce ralentit un peu et donc elles occupent souvent leurs salariés. Alors là, bon, parfois elles ont dû les mettre au chômage partiel, mais souvent elles basculent et elles mettent en fait leurs équipes sur des projets de R&D. Même à La Réunion, voilà, j'ai rencontré une entreprise qui avait des difficultés sur son marché traditionnel et qui tout d'un coup s'est dit elle était plutôt dans un domaine B2B et se dire je bascule sur du B2C et je fabrique un ou deux nouveaux produits que je vais pouvoir vendre sur internet, puisque là aussi on a vu l'explosion de l'utilisation des outils numériques. Nous-mêmes, on a été un peu contraints et forcés. Alors, on avait déjà un peu l'habitude, et pour distribuer autant de PGE, il a fallu quand même qu'on... et puis, on a réussi aussi, à certains endroits, à distribuer des prêts, ce qu'on appelle en flou digital. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui analyse et qui regarde, parce que maintenant, les techniques d'intelligence artificielle et de permettre alors à la fois d'identifier une personne. On a quand même utilisé le réseau des experts comptables pour avoir les tiers de confiance qui validaient que les comptes qui étaient déposés étaient les bons. Voilà, mais donc aujourd'hui on a cette capacité-là en termes techniques et donc ça a été un vrai accélérateur à la fois pour nous, banquiers, en termes d'outils digitaux internes, mais qu'on peut mettre maintenant à disposition et on le voit bien. Donc, le digital a fait un gros bond, y compris dans le commerce qui est prégnant à La Réunion. Très bien, merci pour vos précisions. La Réunion innovante, La Réunion dans 20 ans, est-ce que vous pourriez me livrer en quelques mots ou une image, comment est-ce que vous la voyez? Monsieur Laboulé, je commence par vous. La Réunion dans 20 ans. Donc, La Réunion est un petit territoire, mais qui a beaucoup de compétences. Et comme disait M. Tegaya, je pense qu'il ne faut pas raisonner que local. Donc, tous les projets innovants doivent penser à s'exporter. Parce que aujourd'hui, avec la digitalisation, tout ce qui est sur le digital, c'est virable pour le territoire local, mais peut facilement s'exporter. Donc, là où je verrai La Réunion, c'est que demain, c'est une économie qui pourra rayonner au niveau international. Et je pense qu'on sommes déjà sur la bonne voie. Merci, M. Guillemot. Oui, je pense qu'il y a deux secteurs dans lesquels La Réunion a des atouts pour se développer de façon conséquente en matière d'innovation. Le premier secteur, c'est l'énergie, dans la mesure où l'indépendance par rapport aux énergies fossiles et autres qu'on espérait venir un petit peu plus tôt, c'est un peu décalé dans le temps, mais ça reste un objectif, et vous avez cité 20 ans, et probablement peut-être même avant 20 ans, on pourra obtenir sur l'île une production électrique qui soit complètement indépendante du charbon, du pétrole, etc. Bon, et ne serait-ce qu'on peut voir l'avance qu'a La Réunion sur le plan du photovoltaïque et du solaire, thermique solaire, au niveau des habitations. On est dans ce domaine, dans les départements les mieux placés. Il y a donc dans le domaine de l'énergie, je pense que ça va entraîner beaucoup de projets innovants derrière, avec cette mutation énergétique. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne le traitement
et la valorisation des déchets. Bon, c'est très politique, polémique en ce moment, mais tout ce qui concerne la fabrication des CSR et demain l'utilisation des CSR pour en faire une source d'énergie, tout ça, enfin du moins c'est ma conviction, va entraîner un certain nombre de projets innovants et là la Réunion peut être extrêmement bien placée. Et j'ajouterais que le fait de lancer un projet innovant à La Réunion, on dit le marché il est restreint. Bon, ça dépend de l'activité, ça dépend du produit, mais je pense qu'il y a un réel avantage à lancer le produit à La Réunion avant d'exporter le produit en métropole et à l'international. Pourquoi? Parce que il est très facile et plus facile à La Réunion de faire connaître ce produit. Il suffit que Antenne Réunion, vous n'allez pas me contredire, fasse un ou deux reportages sur une entreprise innovante, elle est immédiatement connue de toute La Réunion. Ce qui n'est pas le cas lorsque quelqu'un veut se lancer en innovation sur toute la métropole, par exemple. Et donc, si l'entreprise innovante démarre son activité à La Réunion, elle peut ensuite facilement, alors on verra sur la conférence suivante, mais il y a des marchepieds possibles pour passer de La Réunion à la métropole, par exemple. Nous avons des plateformes initiatives en métropole qui sont strictement, qui ne font que de l'innovation, et donc on peut parfaitement faciliter non pas la délocalisation, elle continue à être installée à La Réunion, son siège est toujours à La Réunion, mais son développement en métropole peut être grandement facilité. Merci. Et ensuite l'international. Merci Monsieur Guillemot. En 3 mots ou une image. Alors je vais vous donner 2 couples de mots. Attractivité et rétention d'un côté. Et de l'autre côté, c'était ambition agile. Donc attractivité et rétention de nos talents. Les technopoles que j'ai connus, il y avait un brassage culturel, un brassage international de chercheurs de R&D, et ça se challengeait. 45 nationalités à Sophia Antipolis. Quand vous prenez Silicon Valley, il y a plus de 100 nationalités, et c'est peut-être un petit peu consanguin sur le brassage que je vois à La Réunion. Et du coup, forcément, quand on crée une affaire, on voit notre marché réunionnais et on se limite un petit peu éventuellement sur l'océan Indien ou la métropole. Mais on n'a pas une vision qui a été écartelée, qui a été ouverte sur le monde. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, dans le monde où on est, une entreprise si on n'a pas cette dimension internationale. Et pour retenir nos talents, attirons des talents. On a un beau territoire et je pense qu'il faut sortir de notre réunion en oubliant qu'il y a le reste du monde. De l'autre côté, une ambition agile. Une ambition, et quand on crée une entreprise, il ne faut pas avoir de frontières, il ne faut pas avoir de limites. Visons les étoiles, et c'est peut-être là qu'on va trouver des licornes. C'est pas en restant sur un petit territoire de 800 000 habitants qu'on va le trouver. Et agile parce que, comme on a dit, il faut être pragmatique. Les financements n'arrivent pas comme ça, on ne finance pas une R&D énorme, donc il faut savoir séquencer, couper ses projets en petits morceaux pour y arriver. Merci. Moi, je pense qu'effectivement, la Réunion a beaucoup de force, donc il faut savoir utiliser les forces qu'on a. Et
Ouais, une réunion ouverte sur le monde, effectivement. Quand les compétences ne sont pas à la Réunion, il ne faut pas hésiter à aller les chercher, pas aller avoir honte de travailler avec l'extérieur, la métropole, et pour voir les pays étrangers autour de la Réunion qui ont aussi des compétences et qui sont peut-être même plus à portée que parfois la métropole. Donc ouvert, parce que, le multiculturel, je pense que fait que c'est un territoire aussi d'attraction, donc je retiens effectivement aussi l'attractivité et puis l'enjeu de l'exportation aussi, parce que à un moment, si aujourd'hui le modèle c'est de tout faire venir, je pense qu'avec effectivement le recyclage, l'économie de proximité, il y a des nouveaux modèles économiques à découvrir qui fait qu'on aura moins besoin d'exporter des déchets, on les réutilisera directement à La Réunion pour la construction. Et voilà. Très bien, merci beaucoup pour vos éclairages. On va ouvrir un temps d'échange avec vous. Vous avez la parole, évidemment, si vous le souhaitez. On a des micros qui circulent et je vois des mains qui se lèvent. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pamela Quiroga, directrice de l'association Prodige. Donc on réalise des projets innovants pour et avec la jeunesse réunionnaise. Je fais un petit peu la synthèse de ce qui s'est dit cet après-midi concernant l'innovation. Donc on est dans une innovation aussi, on a beaucoup parlé d'humain, de développement durable, de peut-être voir les choses autrement, etc. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que vous, en tant que financeur, est-ce que vous aviez, à un moment donné, avec cette remise en question que nous a permis de faire la crise, parce que parfois, voilà, il y a des choses négatives, mais il y a aussi cette remise en question qui fait qu'on va être davantage innovant. On a parlé tout à l'heure de l'humain, donc ça devient quand même quelque chose de très important, une valeur que l'on doit porter pour peut-être pérenniser des actions. Est-ce que vous, à un moment donné, est-ce que vous le faites déjà, peut-être, c'est un critère important, celui de l'impact local, que l'entreprise... Alors, je conçois très bien que... Nous, on est dans le social, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais je conçois qu'il y a cette nécessité de viabilité financière, etc., d'une entreprise. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous allez considérer, ou vous considérez déjà, ce volet humain, donc l'impact local, peut-être aussi l'utilité sociale de l'entreprise au niveau de la Réunion? Alors en fait, dans les critères de sélection, ça fait déjà plusieurs années au niveau du soutien à la R&D et du soutien global financier des entreprises, que quand on étudie un projet de financement, on regarde un peu aussi, et on a des obligations vis-à-vis de la responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE. Donc nous-mêmes, on a participé à un carnet pour sensibiliser les chefs d'entreprise à la RSE, donc il y a des solutions de formation, etc., qu'on a pu offrir grâce à notre site web, et c'est quelque chose qu'on regarde effectivement, quoi. Donc si on doit à un moment trancher entre deux projets, un qui se fout complètement de l'environnement et qui fait n'importe quoi et qui salit, et voilà, enfin, aujourd'hui c'est pas forcément interdit, mais demain ça le sera, on pense de plus en plus, voilà, et je pense que l'État et les contraintes réglementaires vont être de plus en plus fortes sur les entreprises, et donc donc je pense que ça arrivera un jour où on arrêtera de financer les pollueurs. Et merci pour cette question et cette précision. D'ailleurs, le RSE souvent est un peu galvaudé, et on s'arrête souvent à environnement ou écologie, et on oublie le mot sociétal qui est dedans, et le capital humain est très important, et ça fait partie des valeurs du groupe que je représente, du groupe bancaire que je représente, c'est-à-dire c'est dans notre raison d'être, et effectivement on regarde les projets, si la rentabilité ou le business plan n'est pas au rendez-vous complètement, et on le sait, mais qui a un fort impact local, forcément il y a une bienveillante attention qui est faite. Alors j'ai mon moustique de la soirée, donc j'espère que c'est pas la dingue. Non, maintenant il y a de la recherche et développement pour. Exactement. Donc non, mais clairement, et ça fait partie des choses qu'on regarde avec beaucoup de bienveillance, s'il y a cet impact-là. Oui, il y a deux critères essentiels pour nous, effectivement, dans les dossiers. C'est
la création d'emplois, le nombre d'emplois créés. Et personnellement, moi je me passionne pour les modes de management et l'évolution des modes de management. Et donc il y a déjà à La Réunion, pas seulement dans les entreprises innovantes, mais d'une façon générale, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sur de la recherche de modes de management qui peut être un mode de management collaboratif ou divers types de management. Il y a des expériences qui sont menées dans le monde entier, dans plein de pays, et ce qui est étonnant, à la fois sur des grandes entreprises et des PME. Et donc, ce serait effectivement intéressant que dans le cadre des entreprises innovantes, il y ait cette dimension, c'est pas toujours évident de lancer un projet évident et un projet innovant et en même temps mettre en place un système de management également innovant. Il ne faut pas également trop charger la barque, on va dire, en termes de complications, mais c'est un point extrêmement important sur l'avenir, sur à la fois le bien-être au travail, mais également l'efficacité des entreprises grâce à ces modes de management alternatifs et ces recherches faites dans ce domaine. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, alors je vois... Oui, bonjour, Manuel Varlop, French Tech Réunion. J'ai eu la chance d'être à votre place ce matin. Et on a beaucoup parlé de l'amorçage pour les startups. Alors il se trouve que moi j'ai bénéficié du soutien de chacun de vos organismes, donc je connais assez bien les rouages. La difficulté qui a été posée ce matin, c'est qu'on a un vrai trou dans la raquette au niveau de l'amorçage en equity, c'est-à-dire de business angel ou de fonds d'investissement qui vont mettre des tickets de 100 000, 500 000 euros, etc. Au-dessus, on est équipé, c'est-à-dire qu'il y a des fonds. Aujourd'hui, il y a des VC qui commencent à intervenir à La Réunion et de manière active, et tant mieux. Mais on a vraiment ce problème à ce niveau-là. On sait que la BPI intervient généralement à hauteur des fonds propres, et on sait très bien que une grande majorité des startups au démarrage sont très clairement sous-capitalisées. Est-ce que, alors je m'adresse particulièrement à M. Tekaya par exemple, au travers de la fédération bancaire, est-ce que les banques ne pourraient pas avoir un rôle dans l'éducation et la sensibilisation au travers de vos portefeuilles clients, des holdings familiales, des grands groupes, des grandes entreprises, pour qu'elles puissent investir et les rassurer quant à l'innovation et qu'elles puissent investir de manière plus fréquente justement dans les startups du territoire? Alors, on aimerait bien, ce serait idéal, mais d'abord, en termes de conseil, notre profession est très réglementée, et aller prêcher pour une entreprise existante, aller directement sur une société innovante en phase d'incubation, pour rentrer en equity, c'est un conseil qui est au-delà de ce qu'on est capable de faire, parce qu'on ne peut pas sécuriser le mode de financement derrière. Donc réglementairement, on ne pourra pas le faire. Nous, ce qu'on fait, ce que je disais tout à l'heure, on intervient chacun de notre côté, toutes les banques confondues. Je pense qu'on choisit des véhicules de fonds d'investissement qui flèchent une partie de leurs produits vers de l'innovation. Donc à l'échelon, la petite échelle de la BFC à La Réunion et à Mayotte, on est sur deux fonds que j'ai cités tout à l'heure, mais le groupe a à peu près une cinquantaine de fonds sur lesquels il intervient au niveau européen. Donc oui, on le fait d'une certaine manière, mais donner du conseil à des entreprises clientes qui nous écoutent souvent n'est pas sans risque, et ça ne fait pas partie de nos attributions en tant que telles. Si je
peux me permettre ou bien comprendre, du coup, est-ce qu'il existe assez d'outils pour des financements à moins de 500 000 euros? Est-ce que c'était le sens de votre question? Oui, la réponse est non. Non, on ne pourra pas. C'est sensibiliser des Auprès des clients. banques non, ailleurs, C'est-à-dire qu'on a un portefeuille point client. d'interrogation. On a un portefeuille de clients existants qui est aisé, qui a de la trésorerie et un trésor de guerre, et lui conseiller d'en mettre une partie pour aller soutenir des sociétés en création dans leur phase d'amorçage. Et ça, c'est assez compliqué pour nous de faire ce lien, et donc en direct. Alors après, on le fait subtilement lors de forums ou de choses comme ça. Si on démontre que nous avons confiance pour accompagner certaines sociétés innovantes, je pense que les clients nous écoutent et nous suivent quelque part. Donc c'est plus subliminal que direct. Monsieur Guillemot, est-ce que vous faites la même lecture, même réponse? Effectivement, moi, quand je suis arrivé, j'étais assez surpris de ne pas voir. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait il y a eu un moment une association de business angels à La Réunion, parce qu'effectivement, on a dans nos clients effectivement ces groupes familiaux avec parfois pas mal de trésorerie, un petit trésor de guerre, et qui seraient en mesure et qui parfois même me posent la question: est-ce que tu ne connaisserais pas une pépite dans laquelle je pourrais investir? Effectivement, nous, c'est un peu délicat, on est un acteur public, hein, on n'est pas trop censé. Donc mais je pense qu'il y a effectivement la matière par rapport au nombre de créations d'entreprises innovantes à retenter cette initiative. Alors elle était peut-être plus facile il y a quelques années parce que l'État a aussi encouragé la défiscalisation quand il y avait aussi l'impôt sur les grandes fortunes et qui permettait pour les gens de défiscaliser une partie. Donc le risque était encore d'investisseurs, il était presque couvert par ce qu'on gagnait sur la partie de défiscalisation. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai terreau ici qui fait que j'espère qu'on arrivera à trouver la personne qui pourra porter ce projet. Hein. Moi, je viens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y avait 7 réseaux de business angels. Voilà. Donc il faut au moins un sur la Réunion. Je pense que ça pourrait avoir du sens. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il va y avoir des initiatives aussi côté public. Hein, genre on est partenaire aussi de la région qui est en train de réfléchir aussi à un outil pour effectivement que la part publique au départ, là où c'est le plus risqué, soit vraiment optimisée en termes de soutien. Parce que, alors nous c'est vrai, souvent on intervient à 50%, mais parfois on va un peu au-delà, hein, sur la première aide qui est la bourse French Tech, l'entreprise en création qui a une idée, qu'on essaie de voir si la faisabilité est possible. Là, comme on finance 70%, on dit bon, du moment que vous trouvez les 30% qui manquent pour équilibrer le budget, on va y aller, quoi. Enfin, donc on essaie de faire au mieux à notre petite échelle, mais voilà. Mais après, je pense que pour la Réunion, il faut qu'on arrive à trouver une solution, parce qu'il y a des moyens financiers, et c'est dommage de ne pas les capter ou qu'ils soient investis ailleurs qu'à La Réunion. Merci. On arrive au terme, en tout cas, de cette table ronde. Je vois qu'il y a encore une toute dernière question qu'on va prendre. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, bonjour. Oui, Monsieur Garnier, bureau de change, Gillot. Donc, moi, je voudrais une question, c'est concernant les taux d'intérêt. Parce que de démarrer une start-up avec des taux d'intérêt aussi élevés, moi, je trouve que là-dedans, par rapport à la France, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une synergie entre les taux d'intérêt mis en France et les taux d'intérêt à La Réunion? Parce que je vois certains qui 8%, une start-up peut vendre peut-être 8 à 9%, et aujourd'hui, c'est pas une solution parce qu'il va vers le mur et il n'y a pas de solution. Et je pense qu'aujourd'hui, là, il y a une grande réflexion au niveau des banques à bien réfléchir comment développer une personne qui veut se lancer, comment le développer, comment l'amener plus, pas le mettre plein pot les intérêts qu'il a payés, parce qu'aujourd'hui, 3-4 ans, il ne sera pas loin. Je prends la parole de 2 secondes, c'est-à-dire que je suis très surpris de la question parce qu'en fait les taux en France n'ont jamais été aussi bas que maintenant.
7-8%, c'est-à-dire que si j'appliquais ce taux, je triple mes résultats nets facilement. Aujourd'hui, on est sur des taux beaucoup plus faibles. Et par exemple, le dispositif e-run qu'on commercialise est à 2,25 et il intègre dedans 60% de garanties intrinsèques. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller demander des garanties supplémentaires, il restera que 40% à couvrir. Des fois c'est du risque blanc ou des fois c'est un risque adossé à une garantie, donc 40% du financement. Les taux, aujourd'hui, c'est pas là le nerf de la guerre. Je pense pas à 3, même à 3 ou 4% maximum sur des risques avérés. C'est ça à peu près le maxi que je puisse voir depuis plus de 2 ans. Je pense que c'est pas le problème lui-même. Une marge sur un produit qu'on revend dans le commerce de détail, il est de 20%. Donc récupérer 3-4% sur les 20% de marge nette, je pense que c'est jouable. Donc c'est pas la problématique, ou alors j'ai pas très bien saisi. Monsieur Guillemot. Oui, en ce qui nous concerne, la bonne nouvelle, c'est que le taux d'intérêt des prêts que nous faisons est à 0%, sans garantie et sans caution personnelle. Donc c'est un financement, alors avec une enveloppe qui reste limitée, puisque c'est pour le porteur de projet, c'est un prêt d'honneur personnel que le porteur de projet va amener dans sa structure pour constituer soit le capital de sa structure, soit conforter les fonds propres de sa structure, mais 0%. C'est pour ça que nous sommes partenaires et que nous prescrivons toujours Initiative Réunion avant nous. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses.